Ce matin-là, en franchissant les portes vitrées de l'agence, j'ai ressenti le poids habituel de la fatigue, mêlé à cette étincelle de fierté qui ne me quittait plus. Depuis des mois, j'étais devenu l'épine dorsale de cette boîte de communication parisienne, générant à moi seul plus de 64% du chiffre d'affaires total. Dans les couloirs, mes collègues chuchotaient sur mon passage, mi-admiratifs, mi-envieux. Pourtant, quand Olivier, le directeur, m'a fait signe de le rejoindre dans son bureau aux parois de verre, j'ai senti que quelque chose clochait. Son expression, trop soigneusement neutre. Ses doigts, qui tambourinaient nerveusement sur le bureau en chêne massif. Il n'a pas tourné autour du pot. Nous avons besoin de personnes plus ambitieuses, plus en phase avec l'évolution de l'agence, a-t-il déclaré, d'une voix plate, évitant mon regard. Les mots se sont entremêlés. Nouvelles orientations. 109. Objectif non atteint. Ma poitrine s'est serrée, mais curieusement, je n'ai ressenti aucune colère. J'ai forcé un sourire, lui ai serré la main et l'ai remercié. Ce genre de geste vide qu'on fait quand on veut partir avec dignité. En rassemblant mes affaires, mon cœur battait à tout rompre, mais mon esprit restait étrangement lucide. J'entendais les murmures des bureaux voisins, sentais les regards qui se détournaient quand je levais les yeux. J'ai pris le temps de récupérer la photo de ma fille Léa, le mug offert par mes anciens collègues de Lyon, quelques carnets de notes. Dans l'ascenseur, j'ai croisé Marion des ressources humaines qui a faim d'être absorbée par son téléphone. Lorsque j'ai franchi les portes de l'immeuble haussmannien, la fraîcheur automnale mordait mes joues, mais je l'ai accueillie avec soulagement. Le ciel gris de novembre semblait en parfaite harmonie avec ce moment de rupture. Sur le boulevard Haussmann, j'ai observé le défilé des taxis et le mouvement perpétuel des passants pressés. Pendant 8 ans, j'avais été l'un d'eux, courant après des délais impossibles, des clients exigeants, des budgets serrés. À l'angle de la rue, je me suis arrêté devant le café où j'avais l'habitude de prendre mon expresso serré avant d'attaquer la journée. Le serveur a levé un sourcil, interrogateur en me voyant à cette heure inhabituelle. J'ai commandé un verre de vin rouge, chose que je ne faisais jamais avant le soir. Un Bordeaux, s'il vous plaît, un Saint-Émilion. Le liquide sombre a tourbillonné dans le verre, captant la lumière terne de cette journée grise. J'ai senti le poids de mon téléphone dans ma poche. Fallait-il appeler Émilie maintenant? Lui annoncer que j'avais été licencié après toutes ces années de sacrifice? Je savais que demain serait différent, complètement différent. Et étrangement, cette pensée ne m'effrayait pas autant qu'elle aurait dû. Le lendemain, je me suis réveillé avant l'aube. Mon appartement baignait dans une lumière bleutée et froide. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vérifié mes emails avant même de me brosser les dents. Je me suis assis près de la fenêtre, avec un café, observant les gens qui se précipitaient pour attraper le métro, jonglant avec leur téléphone et leurs mallettes. Il y avait quelque chose d'étrangement apaisant à être libéré de cette course, comme descendre d'un manège qui avait tourné trop vite pendant trop longtemps. J'ai passé la matinée à marcher dans Paris, errant dans des rues que je connaissais à peine, respirant le calme des cafés encore vides et l'odeur du pain frais des boulangeries du quartier. Cela m'a surpris de constater à quelle vitesse le tranchant de la colère s'était émoussé pour se transformer en quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Sur la place de la République, j'ai regardé un groupe d'ouvriers en pause, riant autour d'un camion de nourriture, et j'ai senti quelque chose s'éveiller en moi, une curiosité pour des vies que j'avais ignorées quand j'étais enseveli sous les délais et les objectifs de performance. Vers midi, alors que le soleil perçait timidement à travers les nuages, je me suis retrouvé assis sur un banc au jardin du Luxembourg. J'ai appelé Thomas, un vieil ami que je n'avais pas contacté depuis des mois. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, sa voix chaleureuse teintée de surprise. C'était comme si l'air se précipitait dans des poumons que je n'avais pas utilisés depuis des années. Il m'a proposé de le rejoindre le week-end suivant dans sa maison de campagne en Normandie. J'ai accepté sans hésiter, réalisant que je n'avais pas pris de vrai week-end depuis plus d'1 an. En fin d'après-midi, j'ai finalement appelé Émilie. Sa voix s'est tendue quand je lui ai annoncé la nouvelle. « Tu vas trouver mieux », a-t-elle dit, mais j'ai entendu l'inquiétude derrière ces mots d'encouragement. Depuis notre divorce, 2 ans auparavant, nos conversations tournaient principalement autour de Léa et des arrangements pour les week-ends. Cette fois, j'ai senti quelque chose de différent, comme si cette rupture professionnelle avait créé une brèche dans le mur de formalité que nous avions construit entre nous.
J'ai dîné seul dans un petit bistrot du Marais, savourant un coq au vin sans regarder constamment ma montre. Le carnet posé à côté de mon assiette s'est progressivement rempli d'idées, de questions, de possibilités, des choses que je voulais explorer, des compétences que je voulais développer, des lieux que je voulais visiter. Ce n'était pas un plan structuré comme ceux que je préparais pour mes clients, mais plutôt une carte en construction d'un territoire inconnu. La journée se déroulait non pas comme un effondrement, mais comme un lent et inattendu réveil. En rentrant chez moi, le long des quais de Seine illuminés par les réverbères, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si j'avais déposé un fardeau dont je n'avais pas conscience du poids. Dans les jours qui ont suivi, je me suis laissé dériver. J'ai revisité des endroits que j'avais autrefois aimés. Le centre Pompidou, où je passais des après-midi, entiers pendant mes années d'études, la petite librairie nichée dans une ruelle du quartier latin, les berges de la Seine où je m'installais pour dessiner les ponts et les bateaux-mouches. À chaque pas, je redécouvrais des fragments d'un homme que j'avais enterré sous les tableurs et les présentations commerciales. Un soir, assis à la table de ma cuisine, j'ai étalé de vieux carnets conservés dans une boîte. En feuilletant les pages jaunies, j'ai revu l'ambition brute de ma jeunesse. Des croquis de projets créatifs, des entrées de journal déstructurées, des plans audacieux pour changer le monde de la communication. J'ai pris conscience de l'étroitesse dans laquelle ma vie s'était enfermée, de tout ce que j'avais sacrifié pour un titre et un salaire confortable. Pour la première fois, je me suis demandé si être ambitieux selon les critères d'Olivier m'avait coûté plus que ce que cela m'avait apporté. Le calme de mon appartement ne ressemblait plus à du vide, mais à de l'espace, un espace pour penser, pour faire le deuil, pour reconstruire. J'ai commencé à dresser des listes, non pas d'objectifs ou de métriques, mais de personnes avec qui je voulais renouer, de choses que je souhaitais apprendre, de lieux que je désirais voir. Mon sens du but n'était plus lié au bilan d'une entreprise, mais à quelque chose de plus profond, quelque chose d'obstinément vivant en moi. Je me suis inscrit à un atelier d'écriture dans un café littéraire près de Bastille. Le premier soir, entouré d'inconnus partageant leurs textes, j'ai ressenti une vulnérabilité que j'avais oubliée. Ma main tremblait légèrement quand j'ai lu à haute voix un court texte sur la liberté. Les mots semblaient maladroits, insuffisants, mais les hochements de tête et les sourires des autres participants m'ont rappelé le pouvoir de l'authenticité brute. Le week-end en Normandie chez Thomas a été une bouffée d'air frais. Sa maison en pierre, entourée de pommiers et avec vue sur la mer, était l'antithèse de mon bureau parisien. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit, une bouteille de Calvados entre nous. Il m'a raconté comment il avait quitté son poste de directeur financier pour ouvrir une petite fromagerie avec sa compagne. « J'ai divisé mon salaire par 3, mais j'ai multiplié mon bonheur par 10, a-t-il dit en riant. Ces mots ont résonné en moi bien après mon retour à Paris. Léa est venue passer le mercredi après-midi avec moi, comme d'habitude. À 12, 15, elle observait tout avec des yeux de plus en plus critiques. « T'es différent, papa », a-t-elle remarqué alors que nous partagions des crêpes au chocolat dans un café. « Comment ça, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules avec cette nonchalance adolescente. « Je sais pas, tu écoutes vraiment quand je parle. Avant, t'étais toujours un peu ailleurs. » Sa franchise m'a atteint comme une flèche en plein cœur. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai écrit une longue lettre que je n'avais pas l'intention d'envoyer. Une lettre adressée à mon ancien moi, celui qui courait sans cesse après la prochaine réussite, le prochain contrat, la prochaine augmentation. J'ai réalisé que ce licenciement n'était pas une fin, mais peut-être le début de quelque chose que je n'avais pas encore le courage de nommer. Une semaine plus tard, j'ai croisé Olivier lors d'un vernissage à la galerie Perrotin. Il a paru déconcerté de me voir, son sourire professionnel vacillant une seconde avant de reprendre sa place. Nous avons échangé des politesses banales, et j'ai remarqué avec quelle rapidité il s'est lancé dans un monologue sur les chiffres, les stratégies, la phase passionnante que traversait l'agence. Il portait une nouvelle montre, plus imposante que l'ancienne, et son costume sur mesure semblait plus ajusté que jamais. Mais ses yeux trahissaient une fatigue que le café serré qu'il tenait à la main ne parvenait visiblement pas à effacer. « Tu nous manques à l'équipe », a-t-il glissé entre deux phrases sur le nouveau client prestigieux qu'ils venèrent de décrocher. Le mensonge était si flagrant que j'ai presque eu pitié de lui. Tandis qu'il parlait, j'ai réalisé combien son monde était étroit, combien son regard était frénétique malgré la maîtrise de sa voix. Pour la première fois,
J'ai vu les fissures, cette faim insatiable de prouver quelque chose, cette peur dissimulée derrière l'ambition. Je n'ai ressenti aucune amertume, seulement un détachement tranquille. Je l'ai laissé terminer son discours, puis lui ai confié doucement mais fermement que j'explorais de nouvelles voies. « Vraiment, quoi donc ?» a-t-il demandé, sans réel intérêt, les yeux déjà balayant la salle à la recherche de personnes plus importantes à impressionner. « Je redécouvre ce qui me passionne », ai-je répondu sans donner plus de détails. Son expression s'est figée dans une moue polie, celle qu'on réserve aux histoires sans importance. Il m'a tapoté l'épaule, m'a promis de me recontacter pour un café, puis s'est éloigné vers un groupe d'hommes en costume sombre. En traversant la galerie, j'ai aperçu Marion qui discutait avec animation devant une immense toile abstraite. Nos regards se sont croisés et après une hésitation, elle s'est approchée. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé, avec une sincérité qui m'a prise au dépourvu. « Étonnamment bien » ai-je répondu. Nous avons parlé quelques minutes et elle m'a confié à demi-mot que l'ambiance au bureau s'était dégradée. 3 autres personnes avaient été licenciées depuis mon départ, toutes remplacées par des jeunes sortant d'écoles prestigieuses, prêts à travailler 60 heures par semaine pour un salaire médiocre. Olivier parle de dynamisme et d'énergie nouvelle, mais c'est juste du profit déguisé en vision, a-t-elle murmuré. Ce soir-là, j'ai marché longuement pour rentrer chez moi sous les lumières de la ville, l'air frais caressant mon visage. J'ai compris alors que ce rejet avait été un cadeau déguisé, une poussée brutale hors d'une vie qui ne me correspondait plus. Mon chemin restait incertain, mais il m'appartenait et cela faisait toute la différence. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un ancien client qui avait appris mon départ de l'agence. Jacques dirigeait une petite maison d'édition spécialisée dans les beaux livres de photographie. Nous nous étions toujours bien entendus, partageant un amour pour l'art et les conversations sincères. Il m'invitait à déjeuner, sans agenda, juste pour parler. J'ai accepté, curieux de cette connexion qui survivait à ma transition professionnelle. Au restaurant, un bistrot traditionnel près du canal Saint-Martin, il m'a regardé avec un sourire énigmatique. « Tu as l'air différent », a-t-il remarqué, plus léger. Pendant le repas entre le cassoulet et le café, il m'a proposé de collaborer sur un projet qui lui tenait à cœur, un livre sur les artisans parisiens en 1600 voie de disparition. « Je ne peux pas te payer comme ton ancienne boîte, mais je peux t'offrir du temps et de la liberté. » Ces mots résonnaient comme une promesse d'une autre façon de vivre. Avec le temps, j'ai commencé à construire quelque chose de nouveau. La proposition de Jacques s'est transformée en une collaboration régulière. 2 jours par semaine, j'arpentais les arrondissements de Paris à la recherche de ces artisans dont les métiers se raréfiaient. Relieurs dans le quartier latin, doreurs à la feuille dans le Marais, luthiers près de la Bastille. Je les photographiais, notais leurs histoires, capturais leurs gestes précis. Le reste de mon temps, je le consacrais à des projets freelance, offrant mes services de consultant à des petites entreprises qui valorisaient réellement leur équipe. J'ai aménagé un coin de mon salon en espace de travail. Rien à voir avec les bureaux design et impersonnels de l'agence. Ici, mes carnets s'empilaient librement, des livres d'art côtoyaient des manuels techniques, et la lumière naturelle inondait ma table en bois brut chiné aux puces de Saint-Ouen. J'ai redécouvert le plaisir de travailler à mon rythme, de suivre mes intuitions, sans avoir à les justifier lors d'interminables réunions. Un jeudi matin, j'ai reçu un appel de Sophie, une ancienne collègue qui venait de démissionner. « J'ai besoin de tes conseils », m'a-t-elle dit, la voix tremblante d'excitation et d'appréhension. Nous nous sommes retrouvés au café de Flore, et pendant 2 heures, j'ai partagé avec elle ce que j'avais appris durant ces mois de transition. Cette conversation a fait naître une idée. Pourquoi ne pas créer un petit réseau de soutien pour les professionnels en reconversion? Pas un groupe LinkedIn rempli de platitudes motivationnelles, mais un véritable espace d'échange et d'entraide. J'ai renoué avec ma famille, participant à des dîners que je manquais auparavant, écoutant réellement au lieu de vérifier mes emails sous la table. Ma sœur Mathilde m'a confié que notre mère avait remarqué le changement. Elle dit que « tu as retrouvé ton regard d'avant », m'a-t-elle dit un dimanche alors que nous nous promenions le long du canal de l'Ourcq. Des amis m'ont invité à des randonnées en forêt de Fontainebleau, à des concerts au Bataclan, à des discussions nocturnes autour d'un verre de vin et j'ai dit oui. L'argent rentrait plus lentement, mais la satisfaction était immédiate. Chaque conversation avec un artisan, chaque conseil donné à un jeune entrepreneur
chaque projet mené à terme selon mes propres valeurs me procurait un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu malgré mes succès précédents. J'ai vu mon reflet dans le miroir un matin et j'ai réalisé que j'aimais l'homme qui me regardait, non pas parce qu'il était plus ambitieux ou compétent selon les critères d'Olivier, mais parce qu'il était enfin honnête avec lui-même. Léa a commencé à passer plus de temps chez moi. Un soir, alors que nous préparions des croque-monsieur dans la cuisine, elle m'a demandé pourquoi je souriais tout le temps maintenant. Sa question m'a pris au dépourvu. Je souris tout le temps? Elle a hoché la tête en riant. Même quand tu es concentré sur quelque chose, avant tu fronçais toujours les sourcils. Cette observation simple d'une enfant m'a fait comprendre la profondeur du changement qui s'était opéré en moi. Émilie et moi avons progressivement développé une nouvelle relation, plus détendue, plus authentique que pendant nos dernières années de mariage. Un samedi, après avoir déposé Léa, elle m'a proposé un café. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit, avec une curiosité sincère. Je lui ai parlé de mes projets, de mes découvertes, de cette liberté nouvelle. Elle m'a écouté attentivement, sans jugement. « C'est étrange », m'a-t-elle finalement répondu. « Tu as perdu ton travail, mais tu as l'air d'avoir trouvé quelque chose de plus important. » Ces mots m'ont accompagné pendant des jours. Qu'avais-je donc trouvé exactement? Peut-être simplement le courage d'être fidèle à cette voix intérieure, que j'avais passé des années à étouffer sous le vacarme des ambitions professionnelles. Les mois ont passé, et je me suis retrouvé dans un train en direction de la Bretagne, regardant le paysage défiler. Aucune retraite d'entreprise ne m'attendait, aucun agenda à suivre, juste une escapade tranquille que j'avais planifiée pour moi-même. Le livre sur les artisans parisiens venait d'être publié et Jacques m'avait offert une semaine dans la maison de sa famille à Saint-Malo comme remerciement. J'ai respiré profondément, sentant le rythme du train sous moi, la lumière, du soleil filtrant par la fenêtre. Dans mon sac, j'avais glissé un carnet neuf, vierge de toute note ou esquisse. Ce n'était plus un outil de travail, mais un espace de liberté. Sur la tablette devant moi reposait une tasse de thé qui refroidissait lentement. J'observais les autres voyageurs, une mère lisant une histoire à son enfant, un homme âgé contemplant le paysage avec une sérénité qui me touchait, un couple de jeunes amoureux chuchotant et riant doucement. En arrivant à Saint-Malo, l'air salin m'a enveloppé comme une promesse. La maison de Jacques se trouvait à quelques pas des remparts, une bâtisse en pierre au volet bleu pâle. J'ai passé les premières heures à simplement m'imprégner du lieu, à ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la brise marine, à explorer les étagères remplies de livres jaunis par le temps et l'iode. Cet après-midi-là, debout sur la plage, les pieds s'enfonçant dans le sable humide, j'ai repensé à ce moment dans le bureau d'Olivier. Les mots froids, le sourire forcé, la sortie silencieuse. Ce qui avait été une blessure ressemblait maintenant à une cicatrice dont j'étais fier. J'avais survécu. Plus que cela, j'avais changé. Le troisième jour, j'ai rencontré Gabrielle, une céramiste qui tenait une petite boutique dans les ruelles de la vieille ville. Ses mains portaient les traces de son métier, légèrement rugueuses, marquées par l'argile et l'eau. Elle m'a invité à visiter son atelier, un espace lumineux où le temps semblait suspendu. En l'observant travailler, façonnant avec patience un bol sur son tour, j'ai été frappé par la grâce qui émanait de ce geste répété des milliers de fois. C'est le paradoxe, m'a-t-elle expliqué en souriant. La vraie liberté vient de la discipline. Ces mots ont fait écho en moi. N'était-ce pas exactement ce que j'avais découvert? La discipline de rester fidèle à mes valeurs, à mes véritables désirs, était infiniment plus exigeante que celle de suivre un chemin tracé par d'autres. Mais elle offrait une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Un soir, assis sur les remparts face à la mer déchaînée par une tempête qui s'annonçait, j'ai appelé ma fille. La voix de Léa, claire malgré la distance, m'a réchauffé le cœur. Elle m'a raconté son nouveau projet scolaire, un exposé sur les métiers d'art qu'elle avait choisi, parce que c'est ce que papa fait maintenant. J'ai souri dans l'obscurité, touché par cette fierté dans sa voix, qui contrastait tant avec l'indifférence polie qu'elle manifestait quand je lui parlais de mes anciens succès professionnels. En rentrant à Paris, j'ai retrouvé mon appartement, avec un regard neuf. Ce qui m'avait semblé être un espace transitoire après mon divorce était devenu un véritable foyer, rempli de livres, de souvenirs rapportés de mes rencontres avec les artisans, de projets en cours d'élaboration.
Sur mon bureau, plusieurs propositions de collaboration m'attendaient. Un magazine qui souhaitait une série d'articles sur les métiers d'art, une start-up éthique qui cherchait un consultant en communication, une école qui m'invitait à donner quelques cours. En regardant par la fenêtre le Paris automnal qui s'étendait devant moi, j'ai ressenti le poids se lever de mes épaules. Je ne courais plus après l'idée de réussite de quelqu'un d'autre. Je marchais, pas à pas, vers une vie que je choisissais selon mes propres termes. Et dans cette liberté, j'ai trouvé une joie qu'aucune entreprise, aucun salaire, aucun titre ne pourrait jamais me donner. Ce soir-là, j'ai sorti une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. En la débouchant, j'ai réalisé que l'occasion était simplement celle-ci. Être enfin en paix avec moi-même, pleinement présent dans ma propre vie. J'ai levé mon verre vers la fenêtre ouverte, vers la ville lumière qui scintillait dans la nuit, et j'ai porté un toast silencieux à tous les chemins inattendus qui nous mènent finalement à nous-mêmes.